Oh. Salutations, je suis joint. Oui. Faites du bruit, bien sûr. Je suis rejoint par Sandrine, directrice du plaidoyer de Médecins du Monde. On s'est déjà vu l'année dernière, c'était très cool. Oui, c'est un grand plaisir de revenir aujourd'hui, en plus avec du public. Donc, Tout à fait, ça change. Hein. C'est vrai que c'était un petit peu le cocon l'année dernière. Là, le public, ça fait une grande différence. Juste encore, je vous ai engueulé tout à l'heure à 13h, je m'en excuse, mais je vais encore vous engueuler. Car, bien entendu, Metroid Dread va commencer dans quelques instants. Et je vous rappelle, pour avoir l'exhibition de glitch de Metroid Dread, le goal est à 20 000 balles. C'est plus ou moins ce qu'on a fait tout à l'heure, hein, quand on avait Jean-Baptiste en interview. Donc on compte sur vous. Vous avez le temps de cette interview et le temps de la run pour bourrer les dons. Comme d'habitude, on compte sur vous. Toutes les teams, 1 €, 2 €, 5, 10, 20 000, 5 000, hein, les streamers casino aussi, sont les bienvenus, bien entendu. Alors, avec toi, on va parler des actions qui se mettent en place, notamment partiellement avec aussi les dons de Speedon, justement. Actualité oblige, on va parler un peu d'Ukraine. Et que se passe-t-il? Que faites-vous? Pourquoi? Je pense que ce qui se passe en Ukraine, vous êtes tous et tout au courant. Après, ce qu'on fait, donc, un médecin du monde intervenait déjà en Ukraine, en fait, avant l'offensive russe, hein, du 24 février. Et donc a dû réadapter ses interventions pour pouvoir répondre à cette crise, déjà mettre en sécurité ses équipes, parce que c'était aussi un enjeu, évidemment. Mais donc aujourd'hui, on est présent en Ukraine, à la fois pour appuyer les structures de santé ukrainiennes, hein, puisque comme vous le savez, l'élan de solidarité déjà en Ukraine et puis partout en Europe est très important. Donc les Ukrainiens se mobilisent pour aussi faire en sorte que le système de santé ne s'effondre pas complètement en Ukraine. Donc on les soutient à travers des médicaments, des équipements. Et puis on intervient aussi avec différentes cliniques mobiles pour donner des soins de santé primaires, donc vraiment le traitement des pathologies du quotidien, je dirais. Et puis aussi pour prendre en charge la santé mentale, parce qu'évidemment, vu tout ce que vivent les Ukrainiens, les traumatismes psychologiques sont extrêmement importants. Donc c'est un point très important. Puis on intervient aussi à la frontière, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui fuient l'Ukraine. Comme vous le savez, donc on intervient dans plusieurs pays à la frontière ukrainienne. Donc là, pareil, pour accompagner les personnes qui fuient par des soins de santé physique, mentale, et puis accompagner les différentes structures qui existent. Et puis on est très attentif aussi à ce qui se passe, hein, sur le terrain, et puis évidemment, toutes les interventions à l'encontre du droit international humanitaire. Donc, il y a des structures de santé qui sont visées, des civils qui sont visés. Et donc, tout ça, on essaye d'en témoigner aussi pour rendre compte de cette réalité-là. Et puis, on est aussi attentif à ce qui se passe en France. Donc, on a vu l'élan de solidarité en France, hein, pour les personnes qui fuient l'Ukraine. Aujourd'hui, il y a plus de 25 000 Ukrainiens qui sont arrivés en France, plus de 4 millions qui ont fui la guerre en Ukraine déjà. Et donc voilà, il y a eu des dispositifs qui ont été mis en place, assez forts, hein, pour accueillir les Ukrainiens. Donc on est attentif aussi aux discriminations qui peuvent exister, parce qu'on voit que les personnes de nationalité ukrainienne n'ont pas toujours le même accueil que des personnes qui fuient la guerre en Ukraine mais qui ne seraient pas ukrainiennes. Donc on est attentif à ça. Ces problèmes-là, ouais. Et puis voilà, toutes les personnes qui sont déjà sur le territoire français mais exilées et qui fuient d'autres crises qu'il ne faut pas oublier non plus, et permettre l'accès à la santé. Justement, en parlant d'autres crises, vous allez intervenir cette année en Afghanistan, hein, qui est un petit peu forcément disparu de l'actualité dans les médias, vu qu'il y a eu l'Ukraine. Et puis c'est vrai que ça fait un moment qu'on n'a plus de nouvelles. Donc qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Quelle est la situation là-bas? L'Afghanistan, donc je pense que vous avez suivi le fait que les talibans ont repris le pouvoir. Et puis c'est aussi un pays qui subit une crise depuis des années, hein, qu'elle soit économique, avec aussi les sanctions internationales, sociales, sécuritaires et de tous ordres. Je passe aussi le droit des femmes, évidemment, en Afghanistan, hein, qui sont particulièrement touchées par la situation. On intervenait déjà en Ukraine il y a plusieurs années, où on avait un projet pour accompagner les personnes usagères de drogue, pour qu'elles puissent avoir accès notamment au traitement de substitution et autres. Donc c'était un projet assez ambitieux dans ce pays. Et on avait quitté il y a quelques années parce que justement des acteurs locaux et notamment des acteurs du ministère de la Santé avaient repris notre projet. Donc on était assez fiers de ça, c'était un beau succès. Et puis là, donc, on retourne en Afghanistan. On a déjà une équipe sur place pour pouvoir répondre à l'urgence sanitaire, puisque évidemment le système de santé est en train de s'effondrer complètement avec la situation. Il y a beaucoup de déplacés internes
aussi, on parle des réfugiés qui fuient dans différents pays, mais il y a aussi beaucoup de déplacés, notamment en interne en Afghanistan, avec des personnes qui vivent dans des conditions de vie dramatiques, sans accès à l'eau, sans accès à l'électricité, ne parlons pas de l'éducation et de la santé. Donc là, on va mettre en place un projet très prochainement, qui commence là, pour à la fois soutenir, à Kaboul, dans la capitale, pour soutenir des hôpitaux et dans les lieux où des déplacés se sont réunis dans des conditions. Donc on va leur donner accès aux soins. Et juste pour vous aider un peu par rapport aux dons, juste pour vous dire qu'un kit de médicaments et de matériels médicaux pour traiter 10 000 personnes pendant 3 mois, c'est à peu près 50 000 euros. Donc voilà, pour vous donner une idée, et pour payer une infirmière en Afghanistan, c'est 50 euros par mois. Donc bon, vous voyez aussi le tarif, mais le niveau de vie. Oui, bien sûr. Voilà. Taux de vie radicalement différent. On a parlé aussi l'année dernière, c'était bien de parler de ces sujets-là. On avait parlé de santé sexuelle, reproductive, on a parlé aussi des travailleuses du sexe également. Et justement, vous avez une action aussi en République démocratique du Congo. Par exemple, est-ce que tu peux parler de ce qui se passe là-bas, ce que vous faites? Oui, tout à fait. Donc, en RDC, on est présent depuis de nombreuses années, parce que malheureusement, c'est aussi un pays qui s'enfonce dans une crise oubliée, dont les médias ne parlent pas beaucoup, mais qui pour autant, les personnes la vivent au quotidien. Et donc, en 2020, il y a eu, au niveau de la coalition gouvernementale, des tensions. Et évidemment, c'est les civils qui en souffrent, avec des conditions sécuritaires, économiques pour les populations en RDC qui se détériorent. Et donc, depuis plus de 10 ans, on intervient dans différents endroits du pays, mais on intervient notamment à Kinshasa, dans la capitale, depuis plus de 10 ans, avec un projet de santé sexuelle et reproductive. Donc, pour vous donner une idée, en RDC, il y a 3 grossesses sur 5 qui ne sont pas désirées. Ça veut dire que les femmes ne souhaitaient pas être enceintes et le sont, pour plein de raisons. Mais notamment, une raison, c'est qu'elles n'ont pas accès à l'information, pas accès à la contraception. Donc on a un projet à Kinshasa qui déjà donne accès à l'information, à la contraception pour les personnes. Et puis malheureusement, sur ces grossesses, il y en a beaucoup qui se terminent avec des avortements qui sont réalisés dans de mauvaises conditions de sécurité. Déjà parce que la loi du pays n'est pas très favorable aux avortements. Et puis parce que les femmes ne savent pas comment avoir accès à un avortement de bonne qualité. Donc on accompagne une organisation locale aussi qui travaille dans les communautés pour informer les femmes et pour pouvoir leur donner accès à la contraception, à un avortement dans de bonnes conditions, mais surtout accès à des informations pour prévenir tout un tas d'enjeux de santé. Bravo en tout cas. Alors Médecins du Monde, on a parlé d'action mondiale bien sûr, mais vous êtes bien entendu aussi implanté en France avec plus de 15 centres qui fonctionnent en partie justement grâce à vos dons. Donc est-ce que tu peux nous développer un petit peu ces centres, leur champ d'activité? Oui, malheureusement, avec tous les pays que j'ai indiqués, vous dites, ici en France, on est bien lotis, donc c'est vrai, on n'est quand même pas si mal lotis. Mais il y a tout un tas de personnes qui n'ont pas accès au système de santé français, qui a des difficultés, mais qui fonctionne quand même pas si mal. Mais beaucoup de personnes n'y ont pas accès pour plein de raisons, soit légales, parce qu'il y a tout un tas de restrictions, et notamment il y a quelques années, il y a eu encore des restrictions plus importantes pour les personnes étrangères qui vivent sur notre territoire. Mais il y a aussi tout un tas de barrières administratives. Donc, dans ces centres que tu évoquais, dans le centre d'accueil, de soins et d'orientation, notamment 70% des personnes qu'on reçoit n'ont pas accès au système de santé, alors que théoriquement, elles devraient y avoir droit. Donc, il y a tout un tas de barrières administratives. Vous connaissez la complexité de l'administration, mais donc pour les personnes qui n'ont pas accès à l'information ou pour lesquelles, ou tout simplement, qui n'ont pas accès à Internet. Alors, ici, on a de la chance, on a une super connexion, on peut jouer avec de très bonnes connexions. Mais... Donc ça tient, voilà. On espère. Mais certaines personnes n'ont pas accès à Internet, et aujourd'hui, il y a quand même la dématérialisation qui fait que si on n'a pas Internet, c'est parfois difficile d'avoir un rendez-vous en préfecture, au système de santé, etc. Donc nous, on donne accès... on reçoit les personnes dans ces centres. Déjà, on leur donne les soins dont ils ont besoin au moment où ils ont besoin, mais surtout, on leur donne tout un tas d'informations. On les accompagne dans ce parcours pour qu'ils puissent avoir accès au système de santé. Nous, notre rôle n'est pas d'être là pour toujours pour ces personnes, mais vraiment de les accompagner pour qu'elles puissent avoir accès à leurs soins, à leurs droits, dans le système public.
Parfait. Et donc en extension de ça, un petit peu justement, voilà, on parle d'accès aux médicaments, d'accès aux vaccins aussi, hein, bien entendu, le Covid, la Covid qui a rythmé ces 2 dernières années, justement au niveau justement d'accès aux vaccins, etc., accès aux médicaments. Est-ce que tu peux aussi expliquer entre guillemets vos actions diverses et variées? Oui, bah, clairement, bah, comme je disais, le système de santé français, il fonctionne pas mal, mais on a vu qu'il se marchandise un peu quand même. Il y a pas mal d'enjeux autour de ça. Et notamment, il y a pas mal d'enjeux autour de la fixation du prix des médicaments et du vaccin pour le Covid. Je crois que j'en avais parlé un peu l'année dernière. Et on se rend compte quand même que l'industrie pharmaceutique, elle a le beau rôle et elle fixe les prix un peu comme elle le souhaite. Donc aujourd'hui, on estime que le coût de production du vaccin pour le Covid, qui est important pour combattre cette maladie, il est à peu près d'1 euro. Donc au début de la crise, en 2020, il était fixé à 12 euros. Enfin, le prix pour accéder au vaccin en France, il était à 12 euros. Puis ça a augmenté à 19. Et puis on craint qu'il y ait encore des augmentations. Et par exemple, l'année dernière, le gouvernement a dépensé plus de 3 milliards pour acheter des doses de vaccins. Donc cet argent-là, il aurait pu servir à faire fonctionner le système de santé différemment. Donc nous, là, aujourd'hui, on a entamé une action juridique auprès de l'Office européen des brevets, parce que ce que font les industriels, c'est qu'ils mettent des brevets. Ce qui est une chose qui n'est pas inintéressante, mais les brevets sont intéressants quand ils sont justifiés. Oui. Et nous, on pense que pour le vaccin Covid, le brevet n'est pas justifié parce qu'il n'y a pas vraiment d'innovation très importante. Et puis en plus, je ne sais pas si vous avez suivi, mais quand même, beaucoup du développement des vaccins a été financé par la puissance publique, parce que les États ont quand même pas mal contribué à ces développements. Ce qui était plutôt une bonne chose. Oui, dans l'urgence, oui, c'était normal. Dans l'urgence, mais il faudrait que les industriels en tiennent compte et du coup fixent des prix qui correspondent à la réalité. Donc on a fait une alerte, ce qu'on appelle une opposition interne, mais on a fait une alerte auprès de l'Office européen du brevet parce que BioNTech notamment a soumis une demande de brevet pour son vaccin. Donc pour qu'avant qu'ils aient leur brevet, on puisse les alerter sur le fait que nous, on estime que ce brevet, il n'est pas légitime. Et puis, ça nous permet aussi de parler de toute cette fixation des prix que j'évoquais à l'instant. Voilà, plein de beaux combats justes. Est-ce que tu as peut-être quelque chose à dire à tout là, il y a du monde, là. Je ne sais plus combien de dizaines de milliers de personnes il y a devant. Est-ce que tu as un message à faire passer, là, tout de suite ? En tout cas, c'est super, continuer à donner. Ça va évidemment financer les actions de Médecins du Monde, mais aussi continuer à nous suivre et j'ai envie de dire, on a tous les mêmes combats, donc engageons-nous ensemble pour que ces combats puissent aboutir ici en France, pour l'accès à la santé pour tous, un système de santé solidaire. Je pense que c'est important pour nous tous et pour l'ensemble des personnes qui vivent sur ce territoire et puis dans le monde, évidemment. Donc donner, c'est une bonne chose, mais aussi continuons à porter ces combats ensemble. Tout à fait. De toute façon, on aura Joël aussi qui reviendra demain et on parlera justement, si ça vous intéresse, de vous engager au-delà de Speedon auprès de Médecins du Monde et d'autres ONG. On vous expliquera un petit peu tout ça. Merci encore beaucoup, Sandrine, d'être venue. Merci. Et on se retrouve à la fin de l'event. 5 millions, comme Pécresse. 5 millions, c'est promis, comme Pécresse. Mon chef va pas être content, mais bon. Eh bien, écoutez, je renvoie la balle au desk d'ambiançage et voilà, on va voir. Les runners de Dread sont peut-être prêts. Je ne sais pas, j'ai demandé à ne pas avoir d'oreillette pour mettre la régie en PLS. C'est vous qui avez les infos.